c'est qu'ici, on paye bien, on paye très bien. Certains métiers, certaines expertises, tous les métiers de la tech. Tous, Okay. ils sont demandés. Vraiment, ils sont très demandés. Certaines expertises peuvent gagner autant qu'en France, Europe, ou en Belgique. Après, maintenant, quand vous venez vous installer en Côte d'Ivoire et que vous cherchez à vous insérer dans le marché de l'emploi, l'employeur peut avoir un peu peur. Dans le sens où il peut se dire mais est-ce que cette personne elle va rester, est-ce que cette personne va matcher avec l'équipe, est-ce qu'elle saura s'intégrer. Comme j'ai dit, en fait, entrepreneur, faut pas croire, c'est pas les 0,3 ans qui sont les plus difficiles, c'est même pas les 0,5 ans, c'est après les 5 ans. C'est l'homme qui a peur, sinon il y a rien. Ouais, ça j'aime bien aussi, voilà. Tout le monde ne rêve pas de devenir entrepreneur à succès. Certains aspirent simplement à un 9-17, aligné avec leurs compétences, leurs valeurs et une vraie qualité de vie. Pourtant, décrocher un emploi sur le continent reste un parcours semé d'embûches. Pistons, manque de transparence sur les salaires, décalage culturel pour les profils issus de la diaspora. Notre invitée du jour, Laïla Richard, franco-marocaine et chasseuse de talent, a fondé le cabinet Grey Search pour répondre à ces défis. Spécialisée dans le recrutement en Afrique de l'Ouest, elle accompagne les entreprises dans leur quête de profils qualifiés, tout en guidant les talents de la diaspora dans leur retour au pays. Elle partagera avec nous une vision lucide et concrète du marché du travail en Côte d'Ivoire. Secteur qui recrute, réalité des salaires, place des femmes dans l'entreprise, management interculturel et défis d'intégration. De quoi mieux vous préparer si vous envisagez un retour ou simplement une nouvelle aventure professionnelle sur le continent. À vous qui nous suivez aujourd'hui, n'oubliez pas, abonnez-vous, actionnez la cloche. Aujourd'hui, vous nous retrouvez sur Instagram, TikTok, YouTube, toutes les chaînes podcast. Et surtout, pensez à laisser des commentaires ou à nous poser des questions. Dites-nous ce dont vous avez envie de parler parce que finalement, c'est aussi vous qui faites vivre la communauté Aquabac. Bonjour Laïla. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Hello Leïla. Hello Ismaël, ça va? Ça va bien et toi? Ça va super. J'allais dire plutôt Aquabac. Aquabac, c'est vrai. Bienvenue dans le podcast. Est-ce que tu pourrais, pour commencer, te présenter en une phrase? Ok. Voilà. Leïla, gérante de Grey Search Africa et maman de 3 enfants. Parfait. Clair, limpide, efficace. Ouais, efficace, exactement. Alors, Leïla, nous, on a un rituel sur ce podcast. On commence par ce qu'on appelle les questions mystères. D'accord. Donc, le deal, c'est que tu peux sélectionner 3 questions au hasard. Tu dois lire la question, y répondre. On est cool, on te laisse un joker. Donc, tu as le droit de ne pas répondre à une des questions. Il faudra juste nous dire pourquoi. D'accord. Voilà, donc go. Vas-y, tu choisis au hasard. Au ça hasard, peut être n'importe où, ça peut être dedans, voilà, ça peut être... Alors, si tu étais un proverbe local, lequel représenterait le mieux ton expérience de rapatriement? Ça peut être une expression en ouchi aussi. Hein. Ouais. Justement, je dirais, c'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. Ouais, ça j'aime bien aussi, voilà. Moi je l'aime bien celle-là aussi. Parce que justement, finalement, on se crée sa propre prison et ses propres peurs. Et finalement, je trouve qu'ici, c'est un marché où tu peux tout essayer et au pire, tu recommences. Ou tu fais autre chose. Exactement. Au pire, tu apprends et tu fais mieux la prochaine fois. C'est ça. Mais c'est clair, c'est vraiment un marché où le champ des possibles, il est très large. Quoi. Tu peux te réinventer en permanence. Ouais, c'est ce qu'on dit souvent, c'est ça, marché. Tu peux avoir plusieurs carrières, tu peux avoir plusieurs passions, tu peux être multi-entrepreneur et vouloir faire de la couture, en même temps être conseiller en banque et de l'autre côté avoir une vie associative assez importante. Voilà. Donc, je suis dans la sauce actuellement. Voilà. Mais du coup, je pense que c'est ça qui est intéressant ici. Ouais. Ben ouais, c'est très Ouais, bien. Mais écoute, vas-y, tu peux enchaîner avec une deuxième. Ok. Ah ouais, elle n'est pas joueuse, elle prend oui. au fil de l'eau.
As-tu le sentiment que ce retour au pays a changé certains aspects de ta personnalité? Ouais, de manière plus large, je dirais que de toute façon, la vie fait que la personne que tu étais à 15 n'est plus celle que tu es à 30 ou celle que tu es à 60. Donc, de façon globale, oui. Après, pour l'expérience de retour au pays, je dirais que c'est plutôt une adaptation culturelle que tu dois faire parce que certaines exigences ne sont pas là, certaines normes ne sont pas... Enfin, tu t'adaptes aux normes. Donc, pour donner un exemple plus concret, je dirais que déjà la notion du temps, c'est assez basique, tout le monde le dit. Ouais. Et je pense que la notion du temps n'est pas la même. Tu viens, ton GPS te dit que tu vas mettre 25 minutes, 30 minutes, et puis finalement, au bout de 50 minutes, tu es toujours dans les bouchons et tu sais littéralement pas quand est-ce que tu vas arriver. Donc, enfin voilà, il y a une notion du temps qui est différente, notamment sur le management, la gestion avec tes équipes. Un oui n'est pas forcément un oui, un non n'est pas forcément un non. C'est pour quand? Je pense qu'on a tous vécu l'expérience avec un Yango. Tu arrives quand? J'arrive. J'arrive, c'est quand? J'arrive. Après... Et le fameux tout à l'heure. Oui. Moi, j'ai encore du mal avec ça. Tout à l'heure. La dernière fois, j'avais cette discussion avec l'équipe. Voilà. Je leur ai expliqué, mais vous savez, tout à l'heure. On n'a pas la même notion de tout. Tout à, c'est quand? C'est 5 minutes, c'est 15 minutes, c'est 30 minutes. Je dis, de nos jours, c'est important. On parle en secondes, on parle en millième de seconde. Donc, je fais ça tout à l'heure, c'est quand? Donc, je leur disais, si on peut se mettre d'accord sur le 30 minutes, le 1 heure. Mais bon. C'est presque un exercice de résilience finalement. Oui, bien sûr. Il faut travailler sur soi parce que sinon tu démarrais à chaque fois au quart de tour. Là, il y a un menuisier qui doit faire des travaux pour la maison, mais littéralement, hein, depuis avril. Et tous les samedis, il me dit j'arrive ce samedi, j'arrive ce samedi, j'arrive ce samedi. Et il n'est pas là. Depuis avril. Depuis avril. On est en... Non, mais t'inquiète, moi aussi je vais lui apprendre la leçon. On est en jeu. Moi aussi je vais lui apprendre la notion du temps. Il va livrer, il va voir quand je vais le payer. Non, mais c'est ça, parce que ça fait 2 mois qu'il me dit il ne vient pas. Il y a vraiment... Tu vois, tu pourrais t'énerver. Alors, moi, je suis pas du tout de cette école-là à commencer à mal parler aux gens ou quoi. Donc, je lui dis que c'est pas normal, que je suis pas OK et tout. Mais j'attends parce que, bon, à un moment donné ou à un autre, il le fera. Ouais. Par contre, mais littéralement, hein, enfin, je sais pas, je pense pas qu'il suive le podcast, mais qu'il sache que il a 2 mois d'attente avant son délai de règlement. Le délai de production est équivalent au délai de recouvrement. Exactement. Ouais. Après, je pense qu'il y a aussi une chose, c'est que à partir du moment où tu décides d'être dans un pays quel qu'il soit, il faut que tu comprennes que ce qui est normé, la norme n'est plus celle qu'avec ton référent initial. Donc, je pense que c'est ça aussi qui est finalement le plus gros travail, c'est de te challenger, de te dire que ce qui est normal pour toi, par rapport à ton background, ton histoire, tes coutumes, tes valeurs et tout, ne le sont pas forcément ici. Et du coup, une autre chose qui m'a pas mal marquée de façon positive, c'est la gentillesse et la facilité de proximité. Quand je vais au travail, j'ai la chance d'aller au travail à pied, je dois faire peut-être 500 mètres, je dis bonjour au moins à 15 personnes. Je vous mets au défi de faire 500 mètres à Paris. Combien de personnes vont te répondre? Même 10 km. Ouais. Oui. Je ne pense pas que vous saluerez une personne que vous ne connaissez pas. C'est ça, ouais. Et le bonjour, ça va, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc, je trouve qu'il y a vraiment une certaine chaleur, une certaine proximité. C'est vrai, ouais. Et ça aussi, c'est des choses qui sont déstabilisantes parce qu'au début, tu peux te dire, mais il me veut quoi? Pourquoi il me dit ça va, on se connaît? Et puis finalement, non, en fait, c'est qu'il est juste gentil, poli, respectueux, il te croise et qu'on a croisé un regard et que c'est normal de dire bonjour, en fait. Et qu'il te voit passer régulièrement, donc vous êtes dans le même espace, donc oui, vous vous saluez. C'est des règles sociales basiques qu'on a perdues aussi, donc... qu'on perd souvent dans les pays, dans les grosses mégalopoles où
enfin voilà, on court après le temps, on court après voilà, on est plus centré sur soi. Là, je trouve que finalement, on fait partie d'un écosystème et de quelque chose de plus grand. Donc, on est vraiment un pion parmi une grosse ramification. Et je trouve que quand on marche, on s'en rend compte. Ouais, je suis tout à fait... vécu comparable, tout à fait. Ouais, moi pour aller dans le même sens là que toi, je suis parti à Dakar, c'était l'année dernière, non, il y a même 2 ans déjà. Et là-bas, tu sais, depuis pas longtemps, ils ont une sorte de train RER là, qui va jusque dans la banlieue. Et en fait, à chaque fois que les gens montent dans le train ou dans la rame, en fait, les gens disent bonjour, mais vraiment à toute la rame. Donc c'est comme si tu rentres dans le métro. Voilà, c'est comme si tu montes dans les RER et puis les gens disent bonjour. Et les gens répondent, quoi. Et moi, je trouvais ça bien aussi. C'est que vraiment, c'est respectueux de la part des gens. C'est un peu ce que tu dis, quoi. Bien sûr. Bah, c'est des règles basiques qu'on enseigne à nos enfants. Quand tu rentres quelque part, tu dis à tes enfants, dis bonjour. Mais en fait, quand on devient grand, je pense qu'on oublie. Bah ouais, tout à fait. Mais franchement, un jour, fais le test. Rentre dans le métro à Paris, prends le RER A à 7h, à 7h30. Et dis bonjour. Quand c'est bondé, et dis bonjour. Et après, j'aimerais bien voir la tête des gens. Et après, va t'asseoir. Tu vas voir que tout le monde va se lever en disant, lui, il est fou. C'est vrai, en plus. C'est clair. Écoute, ok, bah écoute, tu peux aller sur la 3e. Ouais. Ah oui. Comment as-tu adapté tes habitudes de santé après le retour, en particulier en ce qui concerne la nourriture et l'activité physique? Ah oui. Alors, pour ma part, pour mes habitudes de santé, j'ai pas changé grand-chose parce que je trouve qu'ici, l'accès au sport est vraiment facile. Donc, soit tu as le luxe de prendre un coach à la maison, ce qui ailleurs est juste inaccessible. Soit tu vas en salle ou tu fais ce que tu veux, tu cours ou quoi. Donc pour moi, j'ai pas changé. D'ailleurs, ça a été une des premières choses que j'ai vite faites quand je suis arrivée pour justement me donner un rythme et me donner une sorte de structure. Parce que finalement, quand tu arrives, tu découvres tout, ton appartement est vide, tu cours après le menuisier. Tu vas à Orca, c'est un peu le vide. Ouais. Donc justement, moi, le sport, c'est ce qui m'a vraiment aidé à tout de suite me structurer et puis à découvrir, à socialiser, etc. Donc ça, je l'ai jamais arrêté, mais c'est parce que j'avais déjà cette structure-là, c'est cette routine en fait, ouais. Par rapport à la nourriture, je consomme local. Je pense que pareil, quand j'ai vécu à Singapour, j'allais pas manger à Kaiser ou dans des restaurants français, sinon je pense que mon salaire y passait. Donc du coup tu t'adaptes et après tu fais à ta sauce. C'est quoi ton plat préféré local? Mon plat, c'est pas local, enfin c'est pas local, moi j'adore le tchèp. Ok. Voilà. Je trouve qu'il y a beaucoup de consonances avec le couscous, il y a beaucoup de... Les légumes. Voilà, il y a beaucoup de légumes, donc du coup j'aime bien. Ok. Mais après, honnêtement, un bon poulet braisé avec un peu d'attiéké, ça roule. Ça fait le top. C'est génial. Ou alors un bon poisson braisé, parce qu'ici le poisson est délicieux. Donc, non, ça c'est top. C'est top. Je suis de celle qui n'est pas fan de la team Aloco. Je m'excuse. Je suis plus Signam. Ok. C'est vrai que c'est rare, mais... c'est rare. Voilà. Mais en tout cas, ça doit être souligné. Okay. Mais du coup, par rapport à la nourriture, je pense qu'il n'y a pas d'autre choix, même par rapport au budget. Tu peux pas te permettre de manger juste sur des produits importés, sinon, voilà. Tu t'en sors pas, ouais. Tu t'en sors pas. En termes de santé, je pense que... moi, je trouve qu'au niveau de la santé, si c'est pour les maladies de tous les jours, si tu as un palu ou autre chose, on te soigne très bien ici. Oui. Je trouve qu'ils font énormément, il y a énormément de cliniques, ils font beaucoup d'efforts au niveau même des appareillages. Ouais. On a des nouveaux IRM, des nouvelles radios et tout ça. Après, je pense que tu crées ton réseau et tu crées ta relation avec tes différents docteurs et spécialistes. Ce que j'apprécie ici, c'est qu'il y a moins d'attente. Le docteur est plus accessible. Tu lui envoies des WhatsApp. Moi, je vois mon pédiatre, c'est celui forcément avec qui je parle le plus. Ouais. Le WhatsApp, le dimanche, le soir,
il est malade, tu envoies une photo. Enfin, vraiment, ils sont très réactifs et vraiment, j'apprécie ça. Ouais, Après, voilà, je touche du bois, j'ai pas eu l'occasion d'avoir des maladies plus graves. Je pense que peut-être au bout d'un certain moment, pour certaines maladies, il est mieux de rentrer dans son pays d'origine ou là où on a des familiarités. Ouais. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui évolue dans la positive. Ouais. C'est un peu le constat qu'on a fait avec l'invité qui était là sur le précédent épisode, qui est une personne du secteur de la santé. Oui. Et on en a parlé pendant 1h30, mais tu viens de faire un résumé. Qui est parfait. C'est exactement la même chose, donc tout à fait aligné. Tout à fait. Ouais. Yes. Ben, du coup, c'est bon, tu as fait tes 3 questions, ça va? C'était pas trop douloureux? Non. Même pas peur? Super. Mais écoute, merci, on peut rentrer dans le vif du sujet. Oui, forcément, tu es une experte au niveau du marché de l'emploi. Est-ce que, voilà, tu pourrais nous dire, il ressemble à quoi, on va dire, globalement, le marché de l'emploi ici en Côte d'Ivoire? Est-ce que, il y a des secteurs qui recrutent un peu plus que les autres? Est-ce qu'il y a des profils qui cartonnent un peu plus? Voilà, est-ce que une overview un peu? Alors, de façon globale, ce que j'aime bien dire quand je parle de ce genre de sujet, c'est d'en reprendre un petit peu la macro. Ouais. J'ai plus exactement les chiffres en tête, mais je sais qu'on est autour de 6-5% de croissance depuis quelques années. Donc, est-ce que c'est 6, est-ce que c'est 7? Bon, finalement, c'est pas ça le plus important, c'est de savoir qu'on est plus qu'à 0,2% ou plus que 1%, ce qui est la majorité des pays en développement. Développés, que ce soit en Occident, enfin en Europe ou en Amérique du Nord. Donc ça pour moi c'est une chance exceptionnelle. Donc ça veut dire que c'est un pays qui se construit, qui dit construction, du coup forcément tu as des gros chantiers. Et le gros chantier passe par la partie routière, on refait des routes, on fait des ponts, on construit partout. Du coup, ça crée de l'emploi, ça crée un certain dynamisme. Donc, l'avantage donc on a une industrie, on a une force industrielle ici qui est, que ce soit agro-industrie, chimie, le cacao bien sûr, et puis après tout ce qui est dérivé aussi lié à la construction, etc. On a un port qui est très présent et c'est un pays de service avec des banques et des assurances qui sont très présentes. Je pense que je ne sais pas combien on a de banques, mais normalement une cinquantaine, une centaine de banques. Bon, je dis ça au hasard, mais c'est énorme. Entre les banques régionales de l'Afrique de l'Ouest, les banques du Maghreb, les banques européennes, les banques d'Amérique du Nord, c'est incroyable. Et les banques libanaises aussi, parce qu'il y a quand même une forte communauté. C'est ça, ouais. C'est incroyable et les assurances, ça revient au même. Donc du coup, en termes de dynamisme, il y a un fort dynamisme. C'est ce qui explique ces 6%. Donc c'est en pleine construction, en pleine évolution. Je lisais encore que le PIB en un an, le PIB par habitant a augmenté de à peu près $200. Donc encore une fois, j'ai perdu mes chiffres, mais je crois qu'on est entre 1700, 1900 $ USD. En un an ou 2 ans, on a pris presque $200. Donc, je regardais sur les statistiques, ils disaient que c'était faible, mais pour moi, je trouve que c'est énorme en termes d'habitants. Et ensuite, ce qui est très positif, c'est qu'on est face à une population très jeune. 60% de la population a moins de 35 ans. Donc du coup, ça donne beaucoup de perspectives, contrairement justement aux pays développés, en Europe et en Amérique du Nord, où justement on est sur des populations vieillissantes. Je crois qu'au Japon, l'âge moyen est proche. On est sur une politique on ne fait pas beaucoup d'enfants, on est sur des personnes vieillissantes qui ont besoin justement d'immigration, etc. Nous, c'est pas notre problématique. Par contre, la problématique qu'on a justement face à cette croissance, c'est de pouvoir trouver des experts qui puissent, par experts, soit ça se fait par l'expérience en termes de nombre d'années, donc avec une expérience managériale, soit sur une expertise technique qui est importante. Ça peut être
responsable technique ou un responsable production, mais que ce soit en assurance, que ce soit en construction, que ce soit en industrie agroalimentaire, c'est des postes qui restent récurrents. Des commerciaux, tout le monde cherche un commercial. Il n'y a pas une personne qui te dit tu connais pas quelqu'un de bien qui peut te vendre. C'est vrai que c'est le poste qu'on entend tout le temps. Tu connais pas un bon commercial? Ouais, voilà, tout le temps. Ouais, la question après c'est qu'est-ce que c'est un bon commercial pour toi, mais tout le temps. Mais du coup voilà, c'est tout le temps. Donc ça montre que c'est actif, que ça bouge. Enfin, il suffit de lever la tête, il suffit de voir les embouteillages à 6h30 du matin. Je vous mets au défi d'aller voir dans d'autres pays, les embouteillages ne commencent pas forcément si tôt. Après, il y a peut-être aussi un peu l'urbanisme. Bon, je ne jette la pierre à personne, mais il y a aussi la manière dont la ville est conçue. Je suis d'accord avec toi que malgré les nouvelles routes, on se rend compte que les embouteillages continuent et je pense que la ville grossit. Si on regardait le nombre d'habitants sur Abidjan, il a dû faire que croître sur les dernières années. Après, il y a aussi un peu la manière dont la ville est organisée et pensée aujourd'hui. Bien sûr, mais si tu vas dans d'autres villes d'Afrique de l'Ouest qui peuvent être aussi grandes, je ne suis pas sûre que les embouteillages commencent aussitôt, dans le sens aller au travail, parce que c'est des horaires fixes. Je ne te parle pas de Kinshasa où là les embouteillages c'est toute la journée parce qu'il y a un vrai problème d'urbanisme. Là il y a aussi Tu parles des mouvements en fait, des mouvements pour aller quotidiens. Voilà. Et par exemple pour reprendre sur ça, il y a quand même un gros progrès parce que moi je prends au moment où ils étaient sur la construction d'HKB, donc c'est il y a 15 ans à peu près. Non, il y a 10 ans. Je voyais, mon mari me disait qu'il y avait tellement d'embouteillages qu'il ne pouvait faire qu'un rendez-vous le matin et un rendez-vous l'après-midi. Maintenant, tu arrives à faire un rendez-vous toutes les heures ou toutes les 2 heures si tu arrives à bien t'organiser. Donc c'est beaucoup, c'est trop même. Mais ça reste, il y a quand même une amélioration. Donc, et ça joue, ça impacte aussi sur la productivité. Et ça a des conséquences directes sur le PIB par exemple. Donc du coup, pour revenir sur la question, oui, on a des besoins en talent. Et pour moi, il y a ce qu'on appelle un talent shortage sur la population, sur des cadres, sur des populations qualifiées et avec des expertises particulières. Et c'est en ça que la diaspora ou les personnes qui seraient intéressées par une expatriation ou une expérience de travail en Côte d'Ivoire, c'est intéressant parce que on a besoin d'expertises qui ne sont pas, parce qu'elles ne sont pas forcément formées ici. Et du coup, c'est en ça qu'il y a un rôle à jouer. Après, on a aussi un fort taux de chômage, mais ça correspond plus sur des populations pas qualifiées, analphabètes. Et ce chômage-là peut aussi être traduit par de l'informel. D'accord. Et donc, on a quand même beaucoup d'informels. Et du coup, c'est une population qui est un peu en zone grise, qui n'est pas vraiment représentée, qui n'apparaît pas dans les statistiques, mais qui est aussi présente. Et qui pourtant joue sur la croissance du pays. Et qui contribue quand même au PIB. Tu as donné un indicateur tout à l'heure sur les 200 € de croissance par personne, 200 $, pardon, par personne. Alors, j'ai pas les statistiques non plus, mais moi, il y a quelque chose qui m'interpelle dans le domaine de l'immobilier, et plutôt du côté de Cocody. Donc, Cocody, c'est pas une zone, comme zone 4, où il y a beaucoup d'expatriés, il y a beaucoup de communautés libanaises, étrangères, souvent avec un certain niveau de vie. Cocody, c'est beaucoup plus mixte en fonction des zones, évidemment. Et tu as beaucoup d'immeubles qui poussent, et ces immeubles-là, avant même qu'ils n'aient été livrés, tous les appartements sont réservés. Et ils sont réservés par des personnes, par des gens d'ici en fait. Donc ça veut dire que derrière, il y a une classe moyenne qui aujourd'hui a les moyens de se payer des appartements de 2 chambres-salon ou chambres-salon entre eux, parce que c'est ça, ça part à 350 000 et puis ça va jusqu'à 1,2 million. Mais les immeubles sont remplis. Donc ça veut dire que derrière, il y a quand même du revenu. Bien sûr. Et il y a une classe moyenne qui aujourd'hui vit autrement qu'avant, qui était plus avant en famille ou en villa, qui commence maintenant à devoir s'orienter vers ce type de logement. Donc ce que tu disais, je trouve, fait un peu écho à ça, cette croissance des revenus en Côte d'Ivoire pour les classes moyennes. Pour rebondir sur ça, je te donne un autre indicateur, c'est les voitures. Regarde le nombre de voitures avec des nouvelles plaques. C'est incroyable. On a énormément. Je veux dire, tu peux pas faire
300-400 mètres sans trouver des WW ou ouais, les nouvelles plaques, parce que vu qu'on vient de changer de plaque, ça aide encore plus à voir les voitures qui ont été achetées avant temps et après temps. Oui. Et c'est incroyable. Et ça montre bien qu'il y a un dynamisme. Il se passe quelque chose, ouais. Ouais. Il y a des personnes qui, quand elles viennent en Côte d'Ivoire, me disent mais c'est impressionnant parce que votre parc automobile, il est hyper récent et puis là que tu vois passer une GLE et puis et donc en fait ils sont assez impressionnants. Bon, il y a les grosses voitures, mais même les voitures des gens lambda comme nous. Ouais. Sont quand même bien entretenus. Tu vas aujourd'hui à Dakar, c'est pas tout à fait le même. Alors toi, il y a 2 ans. Ouais, j'ai pas fait. Mais si, en fait, quand tu y repenses, ouais. Il y a après, ouais, tu vois le parc ici est assez neuf. Voilà, en fait. il paraît plus neuf et plus Donc récent. oui, c'est vraiment un boom. Ouais. Et justement, il y a eu un effort parce qu'avec ces nouvelles marques chinoises, du coup, c'est vraiment une volonté de capter cette nouvelle classe moyenne qui est croissante. Exactement. Et du coup, on a des véhicules qui sont à des prix plus abordables. Et ça aide du coup à pouvoir accéder à ce dont la classe moyenne est frivole ou friande plutôt. C'est à la propriété, au matériel, type voilà, un véhicule, accéder à, comme je l'ai dit, à la propriété, au logement, au loisir, et à l'éducation aussi, et à la santé. Est-ce que la question est un peu orientée. Je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a un profil qui est un peu en mode jackpot aujourd'hui en termes de personnes de la diaspora qui veulent venir et à tous les coups ça fait match parce que il y a un besoin qui est tellement fort que on a du mal à l'adresser. Donc quand ce genre de profil se présente, ça fonctionne sans difficulté. Ouais, bon après il y a du coup le côté recruteur vient, mais il y a les compétences, hein. Mais ça veut pas dire que tu as la personnalité, tu as le budget, tout ça. Donc si je fais abstraction de tout ça, si tous les métiers de la tech. Les métiers de la tech. D'accord. Ouais. Donc il y a quand même une croissance sur les métiers de la tech sur Abidjan. Que tu sois un product manager, un growth manager, que tu sois un ingénieur avec un background un peu... Un background voilà, sur un langage un peu technique. Tous, ils sont, ceux-là, ils sont demandés. Ils sont très demandés. D'accord, ok. Et c'est des startups Head plutôt of des... IT, C'est pour des PME, c'est pour quel type de structure généralement que cette demande? De toutes. Toute taille. Toutes confondues, parce que tout le monde se prête au jeu de la digitalisation, tout le monde se prête au jeu des process, tout le monde a besoin d'un ingénieur, d'un développeur, donc chacun avec ses moyens, chacun avec ses exigences, mais surtout les startups, parce que du coup que ce soit un head of product, un head of growth, finalement voilà, ils sont les cofondateurs d'ailleurs sont souvent les IT guys, les ingénieurs, exactement. C'est vrai que c'est souvent le cas. Les développeurs. Si tu as un background de développeur, je pense que tu peux aller partout maintenant. D'accord. Tu peux aller en finance, tu peux aller en marketing, tu peux aller en sales, tu peux tout faire maintenant. C'est vraiment le... Donc ça veut dire que je peux aller partout. Ouais. Ouais, redis-le encore. Je peux aller partout. Ah non, je dirais même que c'est l'homme qui a peur seulement. Ouais, tu vois. On va poster en janvier 2026 cet épisode. Hein. Voilà. C'est une private joke, mais rien de... On vous expliquera en janvier 2026. Et du coup, alors pour une personne qui revient, quel conseil tu lui donnerais à cette personne-là qui veut, alors, qui recherche un 2, 3, 4. Pour une personne de la diaspora qui cherche un emploi en Côte d'Ivoire, quel conseil tu lui donnerais? Déjà, tout dépend le profil? Non, je dirais, c'est un peu comme quand tu montes une structure, hein, tout dépend de ta mission. En gros, c'est quelle est la vraie raison pour laquelle tu veux venir en Côte d'Ivoire. Parce que toutes les raisons ne sont pas bonnes, dans le sens où toute la Côte d'Ivoire, ou le vivre en Côte d'Ivoire, ou une expérience en Côte d'Ivoire ne répondra pas forcément à tous tes besoins. Donc je dirais vraiment, c'est tâter le terrain d'abord, aller sur des podcasts comme le vôtre, parler avec des experts, comme on dit, des connaisseurs ici, partager avec des gens qui ont vécu des expériences similaires,
qui pourront vraiment partager de façon vraie et aussi comprendre que ça aura forcément un coût, que ce soit financier, que ce soit affectif, que ce soit en termes d'énergie. Donc c'est vraiment une journey, hein. Donc voilà, donc c'est pas forcément facile, faut pas croire que c'est Miami, on bouge, voilà. C'est pas tout beau tout rose, c'est pas les vacances. C'est ça. Mais justement aussi les raisons pour lesquelles vous avez c'est je sais pas moi, de faire vivre une expérience à vos enfants, de vous rapprocher de la famille, d'avoir un impact. Par impact, je ne suis pas en train de dire faire une fondation et donner à manger aux orphelins, c'est pas du tout ça, c'est pas ça, hein. Avoir un impact, c'est-à-dire, je parle dans le sens que votre emploi ait un sens à court, moyen, long terme, c'est-à-dire qu'il a un sens que vous pouvez tout de suite voir. C'est pour ça que souvent, d'ailleurs, les nouvelles générations parlent d'impact, c'est-à-dire que travailler dans certaines sociétés, si l'employé ne voit pas l'impact que son travail a dans les mois ou les kilomètres autour de lui, c'est démotivant. Donc là, c'est ça aussi. Je trouve que du coup, ça peut avoir plus d'impact, que ce soit direct ou indirect. Et aussi parce que je trouve que c'est un pays agréable, où il fait bon vivre. Voilà, mais encore une fois, chacun a son avis. Donc voilà, c'est bien peaufiner son projet, prendre son temps, analyser son budget, réaliser, faire attention aux coûts cachés aussi. Voilà, ne pas croire que vivre ici, c'est cher. Ce qui est difficile ailleurs sera facile ici, mais ce qui sera facile ailleurs sera difficile ici. Voilà, je pense que c'est un peu la façon dont j'ai pu... en tout cas, c'est l'expérience que j'ai eue. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de facilité. Et par contre, il y avait des choses qui me paraissaient évidentes qui ont été beaucoup plus longues. Les routes ont été beaucoup plus sinueuses qu'ailleurs. Donc, moi, je dirais, c'est vraiment analyser ton projet, budgéter ton projet, te laisser un temps et faire des pauses aussi. C'est-à-dire que, ok, ça fait 3 mois que je suis là, où j'en suis, faire un peu ton self-assessment et reprendre les bases de pourquoi tu es venu ici, est-ce que ça répond à ta problématique, et est-ce que ça répond à tes envies, à tes besoins et voilà, tes besoins de réalisation. Je pense aussi pour le développement de carrière, la Côte d'Ivoire c'est vraiment un beau pays. Parce que du coup, je trouve que tu as la capacité ou la facilité d'accéder à des postes au-delà du sens, etc. C'est à des postes et à des parcours de carrière plus forts, plus longs. Tu peux avoir une carrière plus rapide ici. Parce qu'en France, ça peut être plus saturé, ce sera plus concurrentiel, ça sera plus compétitif. Je trouve qu'ici, on te laisse plus ta chance. Si on trouve que tu as les soft skills, que tu es agile, que tu es dynamique, que tu as les bonnes bases, on te laissera ta chance, même si tu n'as pas tous les diplômes et toute l'expérience nécessaire à ce poste. Ça fait un peu écho à ce que tu disais tout à l'heure, le besoin de profil d'encadrement. Moi, on m'avait dit quand j'avais commencé à chercher du travail, que bon, il y a toujours la question des salaires où effectivement les salaires ne sont pas nécessairement aussi élevés que le salaire que tu auras eu à même niveau de carrière en étant en France. Mais pour autant, on me disait systématiquement, mais tu peux commencer là, mais sache qu'en fait, c'est un peu comme un test. On essaye d'abord de voir si tu as la capacité de délivrer ce que tu prétends délivrer et qu'après, les évolutions peuvent se faire très très vite. Bien sûr, parce que tu te rends vite indispensable en fait. Parce qu'encore une fois, il y a un shortage de talent. Donc, une fois qu'on a ciblé la bonne personne et qu'elle a les bonnes bases, et par bonne base, j'entends vraiment les soft skills. Donc, je reprends la rigueur, l'autonomie, la capacité de prise de décision, la capacité d'encadrer, de faire du reporting à la fois auprès des N+1, mais aussi à la fois aussi des N-1. Ces soft skills-là, finalement, c'est tout ce qu'on recherche, parce que quand on a un pays qui se construit, finalement, c'est tout ce qu'on se recherche. Et au contraire, ça montre que tu es adaptable, que tu es dynamique, et vraiment, c'est ça qu'on cherche. Alors aujourd'hui, en 2025, il y a encore des personnes qui pensent qu'il y a le contrat d'expat qui fait un peu rêver.
Mais voilà, est-ce que aujourd'hui c'est encore, est-ce que c'est pas illusoire de penser à ça? Parce que voilà, aujourd'hui, voilà, quelles sont on va dire, les alternatives à cela? Parce que bon, aujourd'hui, tu vas nous confirmer, je pense que bon, ça se fait de moins en moins, on est d'accord? Allez, je vais être honnête. Je vais être positive. Sur 100 recrutements que je peux faire, tu les cherches, les doigts de la main? Ouais. Les doigts de la main ou pas? Ouais. Ah ben oui, ça m'étonne pas. Ouais. 3. Donc quand tu dis 3, c'est vraiment avec le full package comme ça faisait à l'époque, c'est-à-dire avec... En fait, on va déjà, encore. faut définir ce que c'est qu'un contrat d'expatriation. C'est très bien. Ouais, déjà, si tu es expatrié, ça veut dire que ta société mère t'envoie vers une des filiales. C'est ça. Donc déjà, à la base, puisque tu es déjà dans la société, tu es expatrié. Tu pars de ton pays, on va dire. Mais ton pays, c'est quoi? C'est la société où tu as ton contrat d'origine. Donc déjà, à la base, tu n'as pas besoin d'un recruteur. Donc déjà, mon jugement est biaisé. Oui. Qui est des expatriés, il y en a beaucoup. Donc du coup, c'est sur des contrats. Donc ils sont là 1 an, 2 ans, 3 ans. Je prends l'exemple, Colas, Bouygues, B6. Je crois qu'on dit B6. Oui, les Belges. Ouais, voilà, ceux qui sont là, ils ont ramené de la main-d'œuvre. Ils sont là pour un projet de construction. Ils doivent remplir leur projet. Après, ils reprennent leurs valises et ils s'en vont. C'est ça. Voilà, un expatrié, c'est ça. Si vous avez l'intention de venir vivre, vous installer, poser vos valises et ne pas les refaire, ça s'appelle plus une expatriation. C'est ça. Donc, sauf qu'on veut le beurre et l'argent du beurre et voilà. Donc, 3 petits points. Donc du coup, là, ce qui est possible de négocier, c'est un contrat local amélioré. Non. Parce que votre contrat local, c'est un contrat local basé sur le droit ivoirien, avec les différents, vous allez cotiser à la caisse nationale ivoirienne, à la sécurité sociale ivoirienne, donc on appelle la CNPS, etc. Cotiser pour la retraite, etc. Donc ce sera en local. Mais vous pouvez demander ce qui vous paraît important, vous pouvez demander peut-être des aides ou des accompagnements au logement, à une assurance santé internationale si vous en avez besoin, etc. Mais encore une fois, même ce genre de package n'est pas donné à tout le monde. Bien sûr. Parce que ce sont des packages qui coûtent cher et du coup, c'est compliqué de dire, mais ça fait partie soit des plus hauts membres de la pyramide, donc ce sera peut-être le directeur général, le DAF, voilà, certains membres du CODIR ou peut-être le CODIR, le comité exécutif. Ce sera moins alloué à d'autres. Ça peut se faire, ça dépend des pratiques, encore une fois, ça dépend de votre expertise, de la raison pour laquelle on a besoin de vous. Parce qu'on peut venir vous chercher ailleurs. Moi, je le fais beaucoup, je recrute des expertises dans la sous-région pour les ramener ici. Mais encore une fois, ils auront un contrat local amélioré. Et pas systématiquement. Enfin, c'est quelque chose c'est une option qu'on peut négocier aujourd'hui qui est plus courante, mais c'est pas systématique. C'est ça, exactement. Je vais vous donner un exemple typique. Un comptable. Pourquoi aller chercher un comptable? Pourquoi donner aller chercher un comptable enfin, si vous venez et que vous êtes positionné en comptable, que vous êtes là, vous êtes en concurrence avec la main-d'œuvre locale. Donc après, tout est une question de budget. La personne ne va pas forcément exploser l'employeur ne va pas exploser son budget 2-3 fois juste parce que vous venez d'ailleurs, en fait. C'est ça. C'est une réalité, je pense. Enfin, j'ai même envie de dire, dis-le plus fort, parce que je pense que beaucoup d'entre nous. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir un premier contrat d'expatrié et après de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais je pense que beaucoup de personnes rêvent de ce salaire mirambolique et de tous les avantages qu'il y a avec avant d'arriver. Et donc on reporte le retour comme ça, on reporte jusqu'à avoir cette situation idéale qui ne vient pas en fait. Là où d'autres font le saut et viennent d'abord se débrouiller ici, et le ressenti que j'ai, c'est que quand tu viens déjà sur le terrain, tu prends le temps de connaître aussi ton territoire, de connaître tes interlocuteurs, de te créer, de structurer un réseau. Et juste ça, même si tu n'as pas l'emploi tout de suite, tu as déjà beaucoup d'avance sur la personne qui est encore dans son canapé à regarder Aquabac. C'est bien, hein, continuez, mais venez aussi. Et qui rêve du truc, quoi. Lui, il est déjà là et il a déjà voilà, c'est ça, une information
qui lui permet de transformer. Mais c'est vrai que beaucoup d'entre nous, je pense, rêvent encore de salaires européens. Et d'ailleurs, c'est un peu la question. Je ne sais pas si tu vas doucher tous leurs espoirs. Ils ont bien évidemment la grille des salaires de Great Search qui est disponible sur votre site internet, si je ne me trompe pas. C'est ça. Néanmoins, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les salaires? Oui, alors moi je vais commencer par une note positive. C'est qu'ici, on paye bien, on paye très bien. Certains métiers, certaines expertises peuvent gagner autant qu'en France, en Europe, en Belgique, et même un directeur d'usine à compétences équivalentes, il peut gagner plus en Côte d'Ivoire qu'au Maroc, par exemple, et autant qu'en France. Mais voilà, ça c'est pour ceux qui ont la chance de faire partie de ce conglomérat, et c'est possible pour tout le monde, mais voilà, il faut déjà avoir sa première expérience, il faut évoluer, voilà, c'est comme tout le monde en fait, c'est un investissement qui se fait sur la durée, donc votre carrière vous appartient, donc c'est à vous de vous positionner et d'avoir ces jolis packages. Après, maintenant, quand vous venez vous installer en Côte d'Ivoire et que vous cherchez à vous insérer dans le marché de l'emploi, l'employeur peut être avoir un peu peur, dans le sens où il peut se dire mais est-ce que cette personne elle va rester, est-ce que cette personne va matcher avec l'équipe, est-ce qu'elle saura s'intégrer, est-ce qu'elle est ce qu'elle prétend être, et du coup voilà, je reviens sur mon exemple. Pourquoi il accepterait d'exploser son budget par 2-3 parce que en France c'est rémunéré à ce prix-là, alors qu'ici c'est rémunéré peut-être 3 fois moins, en fonction des grilles salariales qui sont pratiquées. Et là j'ai envie de vous dire non, là du coup c'est à vous de vous adapter au marché. Mais rien ne vous interdit de vous adapter au marché maintenant, mais c'est pour mieux vous rebondir et vous réévaluer dans 1, 2, 3, 4 ans. Bien sûr. Il y a beaucoup de promotions internes, il y a beaucoup de mobilité interne, et puis le marché est très, très friand de profils qui ont un peu une expérience à l'étranger. Et franchement, il y a énormément d'offres d'emploi. Donc, du coup, je trouve qu'il ne faut pas hésiter à se... En fait, il ne faut pas croire que parce que vous êtes moins bien payé que dans votre pays d'origine, que vous vous sous-évaluez. C'est pas vrai. Parce que ici, vous êtes dans un autre pays, il y a un autre code, il y a d'autres... Enfin voilà, il y a déjà le coût de la vie est différent, etc. Donc, du coup, vous ne pouvez pas partir avec votre bagage d'ailleurs. C'est un autre environnement qu'il faut apprendre à gérer. Justement, sur cette question de la transition, je pense qu'il y a un angle mort entre, tu vois, par exemple, la fiscalité. La fiscalité en France, alors maintenant, c'est le prélèvement à la source. En Côte d'Ivoire, c'est prélèvement à la source aussi. Pour les sociétés ou pour les salariés? Non, c'est les employeurs qui... C'est les emplois qui prélèvent les employeurs qui prélèvent et qui redonnent aux... C'est ça. Alors, en fait, je voulais te l'entendre dire. Sur la sécurité sociale, aujourd'hui, du coup, il y a les charges sociales et les charges patronales la même. À quoi donne droit justement tous ces prélèvements? Est-ce qu'on peut réellement espérer aujourd'hui se faire soigner je veux dire gratuitement en Côte d'Ivoire juste avec ces prélèvements, et est-ce qu'on peut compter sur la retraite? Et je pense que c'est surtout ce point-là peut-être que je voudrais appuyer, c'est que à mon avis, quand on fait le processus du retour, on ne pense pas nécessairement, tout au moins immédiatement, à ces vieux jours. Et il y a vraiment cette question de la retraite. À mon avis, il faut la préparer suffisamment tôt, peut-être avec une retraite complémentaire. Oui. Mais voilà, je ne sais pas si toi, tu as un peu de la visibilité sur ça. Ouais, alors très bonne question. Alors pareil, encore une fois, ça dépend de votre projet de vie. Est-ce que du coup, c'est retourner... partir après. Si c'est pour rester en Côte d'Ivoire, ici on a pour les cotisations, on a ce qu'on appelle la CNPS qui donne droit à la fois à la retraite et à la sécurité sociale, cette cotisation-là. Alors, l'équivalent de la sécurité sociale, oui, bien sûr, vous pouvez accéder aux soins dans des hôpitaux publics, ça ne posera pas de problème. D'accord. Mais... et notamment à pas mal de vaccins gratuits, il y a pas mal de choses qui sont offertes. Dans la pratique, dans les hôpitaux publics, je vois rarement
Des profils comme les nôtres, on ne retrouve pas nécessairement nos standards, peut-être. J'en vois rarement, même de la classe moyenne, classe supérieure. Pourquoi? Parce que on aura moins accès, parce que ça prend plus de temps, on aura moins accès à de bonnes machines. Donc du coup, en général, comme ici, on a plutôt tendance à aller au plus vite. On va aller sur les 4-5 hôpitaux que la classe moyenne ou la classe supérieure connaît. Que les hôpitaux privés, cliniques privées. Voilà. Mais par exemple, pour tout ce qui est calendrier vaccinal, moi, les vaccins de mes enfants, je les ai tous faits au CHU de Treichville. C'est gratuit, c'est très bien organisé, etc. Et tu bénéficies de ça. Donc, oui et non, en fait, tout dépend jusqu'où tu veux aller, tout dépend ton temps, tout dépend de ta localisation. Donc, voilà. Et puis... sur la retraite, du coup. Sur la retraite, alors... Moi, dans mon entourage, des gens qui ont cotisé autour de moi bénéficient de la retraite sans aucun problème. Oui, ça, je sais qu'il a verse, ça c'est sûr. C'est une caisse qui a de l'argent, qui déverse, qui est qui fonctionne, très rigoureuse, etc. Maintenant, la question, c'est de combien avez-vous besoin pour vivre à la retraite? Je pense que d'avoir une complémentaire retraite, c'est grandement encouragé. Et comme en France d'ailleurs. Après, il y a aussi l'autre façon de voir, c'est puisque vous avez déjà commencé à cotiser dans votre pays d'origine, tout dépend où vous en êtes, continuez à cotiser, par exemple à la CFE, sur les caisses de retraite aussi. Ça peut être une option également. Ok. Pour gagner dans l'un des deux côtés. Oui, exactement. Ouais. Mais bon, évidemment, c'est plus de cotisations, c'est plus de prélèvements, mais c'est un investissement pour l'avenir. C'est ça. Mais tu seras la première à nous recommander sur des investissements immobiliers pour justement être en complément retraite. Oui, tout à fait, notamment sur des revenus passifs. Il y a des personnes aujourd'hui qui font de la location meublée, non pas pour les revenus que ça leur génère aujourd'hui, mais dans l'objectif de constituer un parc. Donc à horizon par exemple de, je sais pas, évidemment si tu as 10 appartements qui te ramènent chacun en revenu net après avoir payé toutes les charges 300 000 ou 350 000, bon ben t'as fait tes 3,5 millions. Tu vois. Et donc oui, c'est aussi ça. C'est pas que générer, c'est surtout pas d'ailleurs générer du revenu aujourd'hui, c'est constituer un parc pour gérer sa retraite plus tard. Plus tard, voilà. Donc ça fait partie des stratégies qu'on peut faire. Alors tu as parlé un peu justement de la retraite, justement, qui permet d'être, on va dire, à l'aise. Si on revient sur le salaire, vu que les auditeurs aiment bien avoir des chiffres, est-ce que tu saurais dire, voilà, pour vivre de manière correcte ici à Abidjan, voilà, quel serait, on va dire, un salaire pour, par exemple, un couple avec 2 enfants ici sur Abidjan, quoi. Le revenu du foyer. Encore une fois, c'est compliqué de répondre à ça parce que si on part du principe que vous êtes un Français d'origine, par exemple, que vous venez de France, que vous avez 2 enfants mais que vous souhaitez les mettre dans des écoles françaises, et que du coup, à cause des embouteillages, vous ne voulez pas éloigner vos enfants trop loin des différentes écoles. C'est ça. Ça nous ramène sur les toujours mêmes quartiers. Ces hypothèses sont valides. Voilà. On se retrouve toujours sur les mêmêmes quartiers qui sont un peu saturés, zone 4, billetterie, Riviera 4, Riviera 3, Riviera 2, voilà, le Vallon. Danga, bon, peut-être ambassade pour ceux qui ont vraiment de la chance. Et de l'argent. De l'argent surtout. Voilà, Vallon. Bon. Du coup, on est forcément sur des loyers plus élevés. Sachant que l'école, pour compter 3 millions par enfant, grosso modo, parce que ça dépend selon l'âge et tout, on va dire 1,5 million de loyer. Tu valides? Oui. Pour une famille, au regard des standards aussi attendus et un peu du lifestyle que tu as décrit, oui, je suis assez d'accord. C'est ça. Il y a des solutions plus économiques, c'est possible, mais qui vont nécessiter des concessions en termes de quartier, donc peut-être s'éloigner un peu plus, donc plus de bouchons, et aussi en termes de standing. Tu vois, il y a des personnes qui veulent absolument des maisons. Une maison à Riviera 3, aujourd'hui, une belle maison de standing à Riviera 3 ou Riviera 4, c'est 2,5 millions.
Donc tout le monde n'a pas envie de payer 2,5 millions, donc tu veux plutôt 1,5 million, là tu n'auras pas le même standing, tu auras peut-être une maison basse qui a été rénovée avec un grand jardin, enfin Ouais. voilà, mais je suis d'accord avec toi, 1,5 oui. Donc, tu vois, là on est tout de suite, on a déjà mis 16 millions annuels. À l'année, oui. C'est ça, Donc vous comptez un voyage pour rentrer par an, donc vous mettez 2 millions, donc on est déjà à 18, vous rajoutez votre assurance maladie. Moi je dirais 3 millions, on est à peu près sur du 5 000 euros pour une personnes famille. et 2 enfants, oui. Donc du coup on est à 21 millions. Maintenant, là vous avez, disons, sécurisé ce qui est nécessaire, parce que j'estime que rentrer chez soi ou à la famille ou peu importe, c'est important. Donc là, vous avez déjà plus ou moins mis 30 000 euros. Vous n'avez encore rien fait. Ok. Donc maintenant il faut manger, il faut se déplacer, il faut acheter une voiture, ou alors peut-être la première année vous allez vous déplacer en taxi. C'est un coût quoi qu'il en soit. Oui. Ouais. Il faut un peu se divertir. Vous allez avoir des activités, etc. Donc moi je dirais rajouter 1,5 million sur le foyer. Ouais, moi je voulais me dire on rajoute 30% sur le montant que tu as donné tout à l'heure environ. Et, des 30 000 euros là du coup là. Ouais. Ouais, donc tu rajoutes 10 000 quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, donc moi du coup je rajouterai mes 13 millions, ça fait 20 000 euros. Donc tu es déjà à 50 000 euros. Et là, t'as pas fait ton week-end à Assigny, etc. Donc je dirais, bon, ouais, tu as 50 000 euros, 55, et là tu vis bien. Donc ça veut dire qu'on est sur un 40 millions environ l'année, quoi. Ouais. Approximativement. On retombe sur ça normalement. Oui, 35, 35, 40. Ouais, voilà. Donc tu vois, à la base, je me disais 3,5 millions pour les deux. Ouais. 3 là, en fait, à 4 millions pour les deux. Ouais, pour les c'est deux. ça. Ouais. Exactement. Exactement. Ouais, soit environ entre 2,7 millions, alors pour toute la famille, hein, le revenu généré par tout le monde, y compris les enfants, de 2,7 millions à 3 millions en fait. Ouais, par foyer. Mais là, tu vois, là, je vous ai pas parlé de l'investissement pour acheter un véhicule. On n'a pas parlé des épargnes, on n'a pas parlé... on n'a pas parlé des épargnes, on n'a pas parlé de si tu veux cotiser à la CFE, par exemple. Donc, moi, je dirais 4 millions par foyer. Ça me paraît... oui, c'est déjà pas mal. Ouais. Alors on précise quand même, pour retrouver un niveau de standing qui est comparable à ce qu'on a connu bien sûr. avant, en fait. Bien sûr. Parce que voilà, on peut vivre aussi tout à fait autrement et avec moi. Mais c'est pour ça que j'ai bien aimé quand tu as posé les hypothèses, parce que je pense que c'est beaucoup de choses sur lesquelles les gens se projettent, mais ne mettent pas nécessairement le chiffre qui va en face. Après, vous pouvez les vivre à Bobo, rouler en baca, manger garba tous les jours, et là, vous êtes le roi du pétrole. On est tout à fait d'accord. Tu fais des économies. C'est possible aussi. Après, bon, là, c'est vivre la full expérience, quoi. C'est ça. Aujourd'hui, on connaît des gens qui font le choix de Bingerville, par exemple. Bien sûr. Tu vois, pour avoir de l'espace à un coût moindre, quitte à supporter les Bingerville et Bassam, d'ailleurs. Bassam, oui, exactement. Il y a des coins à Bobo où c'est résidentiel. Il y a Yopougon la même. Bien sûr. Yopougon aussi, tout à fait. Mais du coup, ça a un coût qui est le transport. Que tu fais supporter à toi et tes enfants. C'est ça. Parce que en fait c'est ça, c'est pour ça que c'est saturé, c'est parce que tous les parents privilégient la distance aux écoles. Et pour ne pas faire subir, à cause des embouteillages, pour ne pas faire subir de trop longues distances pour les enfants. Savoir que ici l'école, c'est la plupart du temps en demi-journée jusqu'au primaire. Donc à midi 13h, tes enfants ont terminé. Il faut aller les chercher. Donc il y a un embouteillage. Et du coup, qu'est-ce que tu leur fais faire après? Donc il y a tout un rythme qui est différent, parce que de 7h30 à 13h, ton enfant est à l'école, plus ou moins. Donc déjà, il part tôt, il part à 6h45, il est debout à 6h. Et puis une fois qu'il est arrivé, il est pour aller disons 13h30, il mange 14h. Voilà, 14h. Après, il fait quoi? Donc on a toute une série d'activités qu'il faut leur faire faire pour pas qu'ils tiennent jusqu'au lendemain. Donc il y a plein de loisirs, etc. Donc c'est toute une autre logistique. Ouais, quand tu dis plein de loisirs. Bon, après c'est... Ok, non, bon, c'est bon, non, mais c'est bon. Je voulais juste être sûre qu'on s'était bien compris sur le plein de loisirs. En fonction de ta bourse, du nombre d'enfants, de ta distance, de l'envie de l'enfant. Et de l'offre. Ouais, donc c'est pour ça que du coup, forcément, il y a
y a beaucoup d'activités qui se font dans ces zones-là. Du coup, les parents ont tendance à retourner dans ces zones-là, quoi. Voilà. Très clair. Donc à Bobo, pourquoi pas, Ouais, voilà, mais voilà, il y a la distance. Ouais, en tout cas par rapport aux zones névralgiques où tu vas potentiellement bosser. Après, vous n'êtes pas obligé de les emmettre dans des écoles françaises. Hein. Ah oui, vous avez INCO, vous avez Montessori, vous avez l'école ivoirienne, vous avez de très bonnes écoles ivoiriennes, vous avez des écoles anglo-saxonnes aussi qui sont pas données non plus, mais voilà, en effet c'est une alternative. Oui, bien sûr. Ouais. Mais du coup, il y a aussi d'autres alternatives qui peuvent être... Montessori est plus cher que l'école française, je crois, mais par contre, vous avez d'autres écoles, de très bonnes écoles sur le système ivoirien, mais qui font un mix ivoirien-français. Et voilà, c'est des très bonnes écoles. On n'est pas forcément obligé de les mettre dans le système français. Hein. Tout à fait d'accord, en effet. Est-ce que tu aurais une anecdote sur un ripat, on va dire, qui est arrivé ici et qui s'est fait éjecter plus vite que son ombre? C'est-à-dire que malheureusement, il n'a pas su respecter, un peu rentrer dans les codes ici et en profiter justement pour dire quelles sont les erreurs à éviter en venant ici. Voilà. Il y a beaucoup d'expatriés qui viennent ici, qui croient qu'ils vont nous apprendre la vie, qui vont nous apprendre, qui vont manquer de respect, ne pas s'intégrer, ne pas comprendre les codes, etc. Donc beaucoup d'expatriés échouent et retournent dans leur boîte, ils sont ramenés. Après, il y a aussi des expériences de gens qui viennent, j'appelle ça en freelance, mais qui viennent et qui n'ont pas aussi... trop bien analysé et ça arrive souvent dans des jeunes couples ou chez les jeunes qui n'ont pas trop tâté le terrain et qui se rendent compte que la vie n'est pas aussi facile que ce qu'on croyait et qu'on ne les attend pas et qu'on avance et que finalement déjà le Far West c'est négatif, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que tout le monde avance, tout le monde veut construire sa vie, son projet, etc. Mais il n'y a pas... Enfin, on ne t'attend pas, quoi. Donc, si tu crois que tu vas nous apprendre quelque chose, non, en fait. Donc, il faut avoir un côté Wild West. Ouais. En fait, t'es un Far West, moi, je te rejoins totalement. Et d'ailleurs, la construction, les routes, l'immobilier, ce truc qui est foisonnant, il y a vraiment ce côté il faut le payer en construction, en fait. Et on t'attend pas, ça... Non, ça avance. Ça avance. Quand tu fais ta prospection, tu relances le client et puis le client est roi et t'attends pas, quoi. Parce que en plus... Tout le monde se connaît, le marché est tout petit finalement, même s'il grandit. Donc il y a des choses qui ne se font pas. Ici, on appelle ça gâter son nom. Tu ne gâtes pas ton nom ici. Ton nom est plus important que ta réputation. Tes valeurs sont plus importantes que ton compte en banque, quoi. Parce que finalement, un mauvais nom, une mauvaise réputation, vite ton compte en banque. Ça te poursuit. Ça peut tenir, Alors que dans des pays ou dans des villes plus grandes, tu peux vite disparaître. Tu peux jouer la carte de l'anonymat, tout à fait. Alors justement, en parlant d'anonymat, ça n'a pas trop de lien ce que je vais dire. J'ai tenté une transition, mais qui ne fonctionnera donc pas. Sans transition. Je pensais, sans transition donc. Moi, j'ai cru comprendre qu'il y avait une forme de préférence nationale. Alors si ça a quand même un lien avec l'anonymat, mais parce que sur l'identité en tout cas des personnes, qui est organisée d'une part par la loi, et d'autre part aussi par les pratiques aussi informelles. Qu'est-ce que tu en penses pour notamment le profil de personnes qui viennent peut-être, qui sont originaires des pays, d'autres pays d'Afrique que de la Côte d'Ivoire ou juste de France ou whatever en fait, qui ont d'autres nationalités en fait, au niveau de l'emploi? C'est compliqué. Oui, il y a des lois qui incitent à la préférence nationale, mais c'est pas dans le sens préférence
c'est vraiment pour essayer d'inciter simplement à faire bénéficier la population ivoirienne du pétrole, du gaz, etc. C'est-à-dire de ces découvertes-là et qu'ils soient aussi propulsés par ces grosses structures internationales et de leur dire ok, ne faites pas ramener vos expatriés et si oui, il faut qu'il y ait un plan de formation pour que dans 5, 10, 15 ans, on ait notre autonomie et qu'on puisse gérer ces postes-là comme vous le faites chez vous. Ce qui est une bonne chose. Ce qui est normal. Donc, je trouve que c'est bien de le faire et il faut que ce soit bien construit. Donc, à partir du moment, c'est bien tant que ça n'impacte pas la productivité et justement l'efficacité de ces sociétés-là et que là, il y a un vrai programme de formation qui est fait. Après, au niveau de la préférence nationale, pour moi, ça s'arrête là. J'ai pas l'impression que les Ivoiriens sont chauvins ou ont vraiment envie de travailler qu'avec des Ivoiriens. Je les trouve très ouverts, ouverts sur l'autre, ouverts sur l'expérience. Franchement, l'Ivoirien rigole de tout le monde et on a des blagues avec le Cameroun, on a des blagues avec le Sénégal et tout ça, ou les Togolais, etc. Mais ça reste des blagues bon enfant, de bons voisins. Il y a pas, franchement, je ne ressens pas de racisme. Et je pense que c'est aussi fait que il y a tellement d'ethnies ici qu'on est tous différents. T'as le Baoulé, t'as le Sénoufo, donc du coup, bon, déjà à la base, on est tous différents. Donc, franchement, je trouve qu'ils accueillent, ils ont la main ouverte, ils n'ont pas de clichés, etc. Et puis, même je trouve que l'étranger peut avoir bonne réputation. Après, bon, voilà, on a toujours des personnes qui sont moins ouvertes sur l'extérieur que d'autres. Mais voilà, après, il y a des sociétés qui sont peut-être plus nationales, qui vont avoir besoin pour leurs statistiques d'avoir des talents plus locaux. Mais voilà, je pense que ça s'arrête là. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que... Alors, si tu travailles pour des entreprises qui sont proches des entreprises publiques, ça peut poser question. Si tu viens du Bénin, du Sénégal ou quoi. Donc, et c'est peut-être logique aussi qu'on préfère un Ivoirien à un étranger. Mais moi, dans ma recherche d'emploi et même sur mon premier poste, la question de la nationalité n'a jamais posé problème. Elle a posé problème quand le juriste fiscaliste s'est rendu compte que on devait payer. Voilà, je coûtais plus cher parce qu'il y avait, il y a des taxes en fait à payer. C'est pour ça que je te posais la question, tant du point de vue légal. Et puis après sur la pratique, mais tu vois, moi sur la pratique j'en ai pas du tout souffert et je pense que toi non plus, Oui, et en fait moi c'était par rapport à ça, moi sur ma première expérience professionnelle ici en arrivant en Côte d'Ivoire, il m'avait fait comprendre en effet que voilà, quand tu emploies un étranger c'était un peu plus cher et en fait il m'avait fait comprendre que on te fera un contrat de consultant. Oui, mais bon, pour chose qui n'a jamais été vraiment faite. Mais oui voilà, ça revient un peu à ce que tu dis. Oui, tu contournes en fait avec un contrat de consultance. Le fameux freelance. Après aussi, ça dépend quelle nationalité, quelle double nationalité vous pourriez avoir. Vous pouvez aussi jouer, sur la CEDEAO. Voilà, exactement. Mais même la CEDEAO, parce que moi je suis originaire du Bénin. Et même pour ça, et d'ailleurs il y a eu un truc assez surprenant, c'est que la taxe pour les Français est moins élevée que pour les ressortissants CEDEAO. D'accord. Ouais, et donc on était tous un peu en mode... Ok, pourquoi pas mais bon, je pense que c'est des accords de coopération. À mon avis, ça va généralement dans les deux sens, il y a eu de la négo et tout. Mais c'est vrai qu'on était assez interpellés par ça. Parce que moi, j'embauche 2 Togolais et j'ai pas de taxe. Non. Ah, pas du tout. Écoute. Mais après, ils sont résidents ivoiriens. Ouais. Donc peut-être que la carte de résident joue. Mais non, ils sont togolais et justement, quand tu fais partie de la CEDEAO, c'est l'avantage que tu as. Contrairement à un truc. Mais après. Moi, j'avais donné mon passeport CEDEAO et j'ai ma carte de résidence locale. Et le problème s'est posé. Donc, la dame, je t'enverrai en fait les textes. Il y a peut-être une question d'interprétation, il y a peut-être moyen de le faire autrement. Après, peut-être c'est le Bénin, t'as dit ? Ouais, mais Bénin-Togo, on est les mêmes. On serait sur le même. Après, je vais vérifier, peut-être que je me rends compte qu'il y a des coûts cachés. Je t'enverrai peut-être que je les déclare moins bien. Je suis censée devoir plus de taxes à l'État, donc pardon. À mon avis, il y a la question vraiment de l'interprétation
aussi des textes. Je t'enverrai le doc qui m'avait été passé en fait. Après, c'est vrai que quand les Français, tu vas à l'agence emploi jeune et tu payes l'équivalent d'un mois de salaire quand même. Hein. C'est conséquent. C'est pas rien. Et même après le brut, donc je ne me rappelle plus comment on appelle toutes ces taxes-là, mais plus le salaire est élevé, plus la personne étrangère est chère en fait. D'accord, ok. Ouais, donc il faut en tenir compte même dans ces recrutements. C'est ça. Les start-upers qui cherchent la crème de la crème. Ouais, soyez alerte. Ouais, c'est un coût. Et l'administration aujourd'hui, elle suit ce genre de choses. Enfin, moi, de ce que je vois, ils font quand même des contrôles assez régulièrement pour s'assurer que tout le monde est en règle. Quoi. Ouais, bien sûr. C'est le Far West, mais c'est pas le Far West. Quoi. Là, on va parler un peu entrepreneuriat. Oui. Certes, une experte du recrutement, mais quand même à la base une entrepreneur aussi qui est de la diaspora, qui est venue s'installer, s'implanter dans un pays qui n'est pas le tien. Quels ont été tes principaux challenges, défis, justement, quand tu as eu l'idée de lancer Greysearch? Alors, en fait, Greysearch, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est pas... la vision n'était pas... En fait, ça arrive souvent à beaucoup d'entrepreneurs, c'est tu te tâtes. Donc, y a un recrutement qui est venu, puis un deuxième, puis un troisième. Du coup, je me rends compte qu'il y a du volume. Bon, je vais peut-être faire une structure. D'accord. Du coup, je commence à avoir une structure, puis je me rends compte que j'ai trop de volume. Donc, du coup, je commence à recruter, je commence à former, puis un, puis deux, puis trois. Puis finalement, au bout de quelques années, tu te rends compte que la société a grossi. Bizarrement, c'est pas Enfin, voilà. Du coup, je pense que je me suis pas mis la pression dans le sens où je devais arriver là. Enfin voilà, je suis une start-up, je dois lever des fonds, je dois arriver à tel milliard. Non. À chaque fois que j'arrivais, j'étais contente et j'étais étonnée même d'arriver à un step plus loin. Et d'ailleurs, j'ai jamais vécu ma vie d'entrepreneur sur le volet financier, chiffre d'affaires. Et je l'ai vraiment vécu sur le côté nombre de recrutements. En fait, c'est la traction du marché qui te fait à chaque fois trouver des solutions pour répondre à ta clientèle. Nombre de clients, nombre de recrutements et taille de l'équipe. Et c'est plutôt comme ça que j'évaluais ma société. Est-ce qu'elle grandit ou est-ce qu'elle grandit pas? Et du coup, au bout d'un moment, c'est vrai que évidemment, tu regardes tes chiffres, tu regardes au bout d'un moment, tu fais un point, tu dis t'es rentable, est-ce que tu es pas rentable, est-ce que tu t'agrandis encore, tu changes de logo et tout ça, locaux. Et c'est là où les choses commencent à devenir sérieuses. D'accord, ok. Parce que du coup, quand la structure commence à prendre une taille et que tu commences à avoir des responsabilités, que tes impôts commencent à être de plus en plus importants, etc., c'est là où les choses, vraiment la vie la casquette d'entrepreneur m'est venue. Elle n'était pas au début. J'ai envie de me dire, je me suis fait avoir un petit peu. C'était pas le but au départ. Oui, toi tu pensais que ça allait vraiment quelque chose de... Je pensais que ça allait être un petit truc, un petit gombo que j'allais avoir en même temps que d'élever mes enfants et tout ça. Et puis finalement, pas du tout. Ça a vraiment... Ça a été le contraire. Ça a été du coup mon premier bébé. Et voilà. Et pour moi, les challenges, c'est plus maintenant je reprends mon idée de vision, de valeur, etc. C'est-à-dire que c'est maintenant que c'est ce que j'estime être une grosse structure pour moi, pour mon niveau, de me dire, ok, bon, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on veut aller, bon, maintenant on se pose les vraies questions, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on devient, quel impact on va avoir, quel chiffre d'affaires on va avoir, quel est notre niveau de rentabilité souhaité, comment est-ce qu'on fait évoluer. Exactement, et du coup l'organigramme change, il y a de la mobilité interne, etc. Donc pour répondre à ta question, c'est maintenant que les vrais défis commencent. C'est vraiment, voilà. Au début, tu les as vus parce que tu t'es pas posé la question. Ce serait malhonnête de dire que ça a été difficile dès le début, parce que ça n'a pas été le cas. Parce que je pense que du coup, je bénéficiais d'un marché qui était très attractif, parce qu'on cherche des talents, etc. Mais c'est maintenant que ça se joue, en fait. D'accord, ok. Après, rendons à César ce qui revient à César. Enfin, tu as décrit quand même la croissance d'une entreprise très saine. Toi, tu as suivi l'attraction du marché et puis tu l'as réajusté au fur et à mesure. Tu as trouvé des solutions. Enfin, c'est sain. Tu vois, tu n'étais pas allé inventer des choses qui n'existaient pas. Tu as répondu à un besoin, tout simplement. Et tu y as certainement bien répondu pour que les clients... Donc, rendons à César ce qui revient à César. Bravo.
En tout cas, j'écoute les clients et j'écoute le besoin et du coup, tu essaies de faire ça. Mais voilà, comme j'ai dit, en fait, entrepreneur, faut pas croire, c'est pas les 0,3 ans qui sont les plus difficiles, c'est même pas les 0,5 ans. C'est après les 5 ans. Parce que c'est un peu comme la vie de couple, quoi. Au début, c'est la passion, tout va bien, l'amour grandit et tout. Puis au bout d'un moment, ça stabilise et du coup, c'est là où les projets commencent. Ok, qu'est-ce qu'on veut faire, etc. Bah, pour moi, mon expérience d'entrepreneur, et peut-être qu'elle est bizarre et que tout le monde me contredira, et que peut-être que, voilà, on va se dire, elle a eu de la chance, celle-là. Peut-être, je l'apprends. Mais vraiment, pour moi, c'est maintenant que ça devient un challenge, que ça devient difficile, la vie d'entrepreneur. C'est-à-dire parce qu'il y a des grosses décisions. Ouais, d'accord. Ok. Alors, tout à l'heure, tu l'as évoqué en parlant de la croissance de ton entreprise, le fait que tu as dû chercher des bureaux plus grands. Et c'est une des questions que l'on voulait te poser parce qu'on parle très peu de l'immobilier d'entreprise, finalement. Est-ce que c'est difficile? Quelles sont les solutions? Quelle est l'offre sur le marché? De ton expérience, en tout cas, évidemment. Bon, encore une fois, je ne suis pas de bon conseil parce que moi, mon expérience était biaisée. Pourquoi? Parce que je voulais... Mon premier bureau était au rez-de-chaussée et mon appartement était au premier étage. Ok. Donc, c'est vraiment parce que j'ai été forcée parce que c'était vraiment trop petit. Parce que moi, c'était parfait en termes de maman de pouvoir gérer tout le monde. Ce qui est cool, c'est que tu vois, c'est des solutions qu'on n'imaginerait pas aisément en France. En France, bien sûr. Alors que ici, tu vois, moi, quand j'ai déménagé récemment, j'ai commencé à chercher des bureaux. On dit, je veux pas faire plus de 5 minutes. Et donc, tu peux trouver des espaces comme ça qui sont adaptés dans des immeubles d'habitation, mais ils acceptent de faire des bureaux. Et, c'est hyper smart en fait. Tu peux faire tes allers-retours, c'est top. Et du coup, c'était facile pour gérer le quotidien et tout ça. Du coup, vraiment, quand en plus, voilà, je venais d'accoucher, donc vraiment là, on n'avait plus le choix. Du coup, voilà, mon choix, c'était être le plus près possible de mon logement. Et du coup, j'ai pris le bureau qui était que j'ai trouvé, qui était juste à côté. Donc finalement, j'ai pas eu une recherche qui était basée sur des critères, enfin c'était purement personnel, quoi. Donc, du coup, en faisant imposer ça à mon équipe en quelque sorte. Mais du coup, vous êtes dans un appartement ou c'est vraiment des bureaux? Non, c'est vraiment un bureau. C'est des vrais bureaux en fait. L'immeuble, c'est un immeuble de bureaux. Ok, d'accord. Très bien. Du coup, quand je suis tombée sur ça, tu as eu de la chance de trouver parce que bon, c'est pas une offre qui est ça se développe de plus en plus à Abidjan. Mais c'est vrai, moi, quand je suis arrivée il y a 3 ans et que je rendais visite à certaines entreprises, je me rappelle avoir fait des réunions dans des cuisines. Et c'était des belles structures, mais c'était la salle de réunion était dans la cuisine. Toi, t'as trouvé des... c'est chouette. Non, j'ai eu de la chance. Ok. Donc, du coup, bon, ça n'a pas été compliqué, mais voilà, si j'ai un conseil que je peux donner, si vous arrivez à faire le triangle parfait, le logement, l'école des enfants si vous en avez et le bureau, honnêtement, c'est un confort qui est exceptionnel, quoi. Et une économie de temps, d'argent, de tout. C'est souvent le conseil de productivité. C'est le conseil qu'on donne aux gens qui devaient arriver, de gérer vraiment ça, la distance. Le triangle, Voilà. Cette espèce de triangle, il est parfait aussi. Alors souvent quand on parle de repatriation, forcément c'est, pour beaucoup de personnes, c'est revenir dans son pays d'origine. Pour toi qui a les origines maghrébines, c'est quoi on va dire ton expérience ici en Côte d'Ivoire? Comment tu l'as vu au quotidien et pourquoi tu n'as pas choisi par exemple d'aller au Maroc, de vivre là-bas? Bon, moi j'ai pas... on va dire ça comme ça. J'étais à Singapour, donc quand je suis venue de Singapour. Et en fait, pourquoi je suis venue de Singapour vers la Côte d'Ivoire? Parce que je pense, et je le dis encore, je pense que si c'était pas pour mon mari, je pense que je serais encore à Singapour. Parce que j'ai adoré l'expérience, j'ai adoré vivre là-bas, j'ai adoré le job, je m'étais fait beaucoup d'amis. Pour une femme, c'est parfait, sécurité, etc. Mais mon mari est d'ici. Et il avait commencé sa vie d'entrepreneur ici. Du coup,
voilà, il avait monté son business, etc. Et donc, il y avait un choix à faire. C'était pas moi, c'était pas lui qui allait venir, c'était à moi. Donc du coup, moi, ça s'est fait par une rencontre, on va dire, c'est l'amour qui m'a amené ici. Mais en revanche, voilà, je le remercierai tous les jours parce que je pense que j'ai vraiment trouvé mon parfait équilibre entre la vie de famille, la vie d'entrepreneur. Et voilà, je trouve que c'est parfait. Donc finalement. Et tu as déjà dit tout à l'heure, l'accueil des Ivoiriens. Exactement. Est top. Ouais. Donc je le remercie. Donc souvent je dis c'est à cause de lui, mais en fait c'est grâce à lui. C'est beau. Nickel. Alors là c'est une question plus famille. Ouais. On l'avait un peu évoqué, mais on aurait bien voulu que tu puisses partager ça avec notre audience. Toi tu as fait le choix d'accoucher en France. Oui. On voulait savoir quelles étaient les raisons qui avaient guidé ce choix. Alors bon, il y a eu plusieurs critères. Le premier, je sais que beaucoup de personnes vont dire que c'est plus simple d'accoucher ici, ici en Côte d'Ivoire. Moi, ma famille étant à Nice, je trouvais que c'était plus simple pour moi, au contraire, d'être à Nice. Je suis de Nice à la base, donc j'avais plus de références voilà, pour mon suivi, j'étais plus proche d'un suivi français. Donc pour moi, voilà, faire ça en France, c'était beaucoup plus simple. D'autant plus que ici, j'avais pas forcément, mon mari n'avait pas forcément de famille pour pouvoir m'aider ou m'accompagner. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième, c'est parce que c'est très personnel, c'est que j'avais pas envie d'accoucher par césarienne. Et j'avais remarqué autour de moi que les pratiques, on allait facilement vers la césarienne pour des raisons de sécurité, je pense, parce que je pense qu'il n'y a pas forcément, s'il y a un problème, on n'a pas forcément le sang, ou il y a vraiment une peur, l'expertise pour pouvoir voilà, s'occuper de différentes problématiques. Et moi, j'avais vraiment envie de me laisser ma chance de pouvoir faire un accouchement par voie basse. Voilà. Donc, si je dois accoucher par césarienne, pourquoi pas, hein, mais au moins que ce soit une obligation médicale. Voilà. Et ensuite, pour le deuxième, c'est parce qu'il fallait que j'ai mes parents, pour s'occuper de mon premier. Et quand j'ai eu ma troisième, il fallait que j'ai mes parents pour m'occuper des deux. Donc du coup, bon voilà, finalement ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. Mais franchement, c'est pas forcément facile parce que quand tu es en France, tu n'as pas d'aide. Il n'y a personne pour t'aider, pour t'accompagner. Tu dois aller faire les papiers, tu dois attendre le passeport. Donc ça veut dire que quand tu pars longtemps. C'est vrai, j'avais jamais pensé au fait que tu dois faire le passeport avant de revenir. T'attends un mois. Et ça, c'est quand c'est des bonnes périodes. Et puis, tu n'es pas dans ta routine, tu n'es même pas réellement. Tu n'es pas dans ta routine. Tu n'es pas chez toi, tu n'es pas en train de reconstruire quelque chose. Tu dois aller crècher chez quelqu'un si tu n'as pas ton logement. Donc, si tu es chez tes parents, ça c'est très bien, ou tu as de la famille proche. Mais sinon, j'ai des amis qui ont pris des Airbnb pendant 2 mois pour pouvoir faire. Donc, c'est un vrai budget. Donc, voilà, c'est un coût, c'est pas forcément facile, etc. Donc, c'est sûr que d'accoucher ici, c'est beaucoup plus simple et ça se fait. Et moi, mon mari est né il y a 40 ans en Côte d'Ivoire sans aucun problème. Donc, et il est bien portant. Oui, il a aucun problème. Et tu vois, moi j'aurais eu tendance, alors je n'ai pas d'enfant moi-même, mais j'aurais eu tendance à dire que les personnes partent par solution de facilité en France, mais tu te rends compte qu'en fait, non c'est plus compliqué de gérer là-bas qu'ici. Chacun a ses raisons de partir, tu as évoqué les tiennes, d'autres en ont d'autres, mais finalement, c'est un parcours qui peut être plus éprouvant de partir que de rester ici. Entre deux situations qui se passent. C'est pas économique en plus, parce qu'il faut savoir que l'assurance maladie, donc tu n'es plus à la Sécu. Donc c'est ton assurance privée qui te rembourse. Et c'est là que tu te rends compte que l'accouchement coûte cher en France. Mais on ne le sait pas. Parce qu'on cotise. Normalement, un Français cotise. Donc c'était pas économique du tout. C'était très fatigant parce que tu n'as pas d'aide, tu dois t'occuper de tes enfants et puis bon, tu fais ce qu'une Française fera, fais tous les jours le ménage, la cuisine, les courses et tout ça. Alors qu'ici tu as des aides. On a des aides. Donc on a plus facilement des aides. Exactement. Mais c'est là où je me dis que c'est la différence entre nous et peut-être les générations d'avant, c'est que la peur du risque, quel qu'il soit, est plus... Il y a un exercice qu'on a eu à Stanford, c'était, il faudrait que je me rappelle exactement, c'est le médecin parle à un patient et il lui dit que
que c'est une nouvelle procédure et qu'il y a 10% de chances que ça échoue. Ok. Et après, ils font un autre exercice et on dit bon voilà, je vais vous faire cette opération. On a de très bons résultats et on a 90% de succès. Et bien, à chaque fois, on prend 90% de succès. Alors, c'est la même chose, puisqu'on te dit que tu as eu 10% d'échecs et on t'a eu 90% de succès. Ouais, c'est la manière dont on c'est-à-dire qu'on a une appétence au risque. Enfin, non, justement, on a une peur du risque. Une aversion au risque qui est vraiment propre à nos nouvelles cultures. On a peur, en fait. Et c'est ça. Et ce qui est marrant, c'est-à-dire que moi, bêtement, je me suis dit, même s'il y a 1% de chance que ça se passe pas bien, pas comme je le veux, c'est-à-dire... je préfère ne pas prendre cette chance-là, ce risque-là, quitte à ce que ce soit plus cher, plus fatigant, moins commode, etc. Pour des sujets comme ça, c'est normal, je pense, d'apprécier le risque en fonction de sa capacité. Comme on dit, il faut avoir le cardio, quoi. Il faut avoir le cœur pour encaisser certaines situations. Donc, chacun voit midi à sa porte, du coup. Eh bien, merci pour cette... Alors, c'est une des premières fois que l'on pose cette question et pour laquelle on a une information aussi analysée. Donc, merci beaucoup pour ça. Ouais. Même moi, j'ai vraiment appris quelque chose. Ouais, c'est vrai, c'est une analyse en effet. Donc, top. Alors, avant de passer à la dernière partie de l'émission, j'en profiter pour m'adresser à vous qui nous suivez. Donc, pensez à nous suivre sur tous les réseaux sociaux. On est présent sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube TV. Également, n'hésitez pas à activer les notifications et la cloche pour être au courant de tout ce qui se passe sur la communauté Aquabac. Donc Leïla, on arrive à la fin, presque, pas encore totalement. Il reste une dernière petite partie. Mais j'aurais voulu dire quelque chose justement à notre audience aujourd'hui. Pour toutes les personnes qui cherchent à venir travailler en Côte d'Ivoire, qui ont besoin d'être accompagnées, conseillées, n'hésitez pas à contacter le cabinet de Leïla, donc Great Search. C'est bien ça. Great Search Africa, oui. Great Search Great Search Africa. Great Search Africa, pour être plus précis, qui peut vous accompagner dans vos prospections en fait en Côte d'Ivoire et même au-delà, parce que tu couvres maintenant la sous-région. On travaille dans la sous-région, oui. On peut vous accompagner avec des tests aussi, des tests d'assessment. Voilà. Donc l'accompagnement à l'emploi et à l'envie de venir s'installer dans la sous-région, ça peut être intéressant aussi d'avoir des conseils, etc. C'est un accompagnement donc, pour la recherche d'emploi. Est-ce que tu développes aussi à côté des formations ou un aspect RH Oui, on fait des formations, mais qui ne sont pas forcément liées à l'accompagnement d'emploi. Après, il y a des associations qui sont là. Je pense à Abidjan Accueil notamment, qui aident et qui accompagnent les personnes qui viennent s'installer. J'avoue que j'ai pas trop de modèles, de formules, genre quelqu'un qui vient s'installer, l'accompagner dans la recherche d'emploi, etc. Mais de toute façon, c'est des choses qui peuvent être discutées au fur et à en fonction du besoin. Et puis de la même manière, quand on entreprend, si on veut faire un bon recrutement, on peut aussi s'adresser à toi aujourd'hui, puisque tu chasseras le meilleur talent au meilleur prix, pour la plus grande productivité. Idéalement. C'est ce que j'espère, oui. Donc vous avez compris, c'était une tribune pour Great Search Africa. On attaque la dernière partie. Question mystère encore. Ah, mais pas pour toi. Ah, elle est super. Si tu veux y répondre, il n'y a pas de problème. On se la fait en version 360, ça va te plaire à toi qui est dans le domaine des ressources humaines. Tu vois, on se soumet à l'exercice aussi. Parfait. Donc tu vas pouvoir en prendre une pour chacune d'entre nous et nous lire la question et on se fera un plaisir ou pas de répondre. Donc, est-ce que elle est pour Donald. Ah, celle-là est pour Donald. Regardez comment elles sont. Donc, allons-y. Comment as-tu maintenu un équilibre entre bien-être physique et mental après ton retour? Bon, tu m'as l'air très sportive. Donc, j'ai l'impression bien qu'elle soit pour Donald. Je confirme, c'était la question de Donald. C'était pas la mienne. Alors oui, en effet. C'est vrai que moi, quand même, j'accorde pas mal d'importance à cela, à faire pas mal de sport. Moi, j'ai un peu ma devise, c'est le nom d'une marque, la ASICS, ça veut dire Anima Sana in Corpore Sano.
Donc j'aime bien un esprit sain dans un corps sain, pour ceux qui... les noms latinophones. Arrête de faire ton debout. mais oui, alors sur ça, j'essaie de faire du sport quand même, allez, on va dire 2-3 fois par semaine. Quand j'étais avant enfant... Et quel sport, Donald? Dis-nous. Quel sport? Alors, quel sport je fais? Alors, je vais à la salle de sport. Je fais de la danse aussi. Super. Et quelle danse? Non, faut dire. Quelle danse? Je fais alors afrobeat et hip-hop. Génial. Ouais, tu comprends pourquoi j'ai posé la question. Donc, je fais ça. Et après, je fais un peu de yoga aussi. Ouais. Et le basket? Bon, basket, j'y joue un peu. Moi, ouais, mais moi maintenant, mais au début, quand même un peu plus. C'est vrai que j'ai fait pas mal de basket avant, et ça. Donc il y a la partie sport, mais il y a la partie sociale. Si je me permets, parce que je sais qu'il a des choses à dire, donc... La partie mentale, ouais. Mentale et sociale. Quand tu dis sociale, c'est-à-dire? La vie sociale de Donald, ça contribue à son équilibre. Ça... Ah, la vie sociale. Ouais, alors c'est vrai que là, beaucoup de gens, quand ils nous voient avec ma femme, ils disent qu'on a une vie sociale qui est... Mais comment vous faites? On les regarde, on est fatigués. Vous êtes tout le temps pris. Quand il faut vous voir, il faut réserver un mois à l'avance. Voilà. Ah, ça ne m'étonne pas de ta femme, ça. Voilà. Mais je pense que toi, on parlait du mental. Donald, moi, quand je l'ai rencontré, quand on s'est quitté, on s'envoyait un message en disant ouais, merci pour ce moment de qualité. Et je pense que le social, c'est aussi ça, dans ton équilibre, c'est des moments de qualité avec des personnes que tu apprécies. Ouais, c'est vrai que ça, en effet, on parle un peu des langages de l'amour. Et moi, je pense que celui qui me correspond le plus, c'est les moments de qualité. Et moi, j'aime bien justement avoir des moments de qualité avec les personnes. Ça, pour moi, c'est important. Voilà. Ça ne m'étonne pas. Voilà. À toi. Aïe. Un piment, 2 piments, 3 piments? 2. Ça va. Je vais gérer facile, même pas peur. Ah, je suis déçue même. Selon toi, est-il facile de trouver des associés partenaires sur un projet en Afrique? Non, mais la question, t'as la main heureuse et elle est tout à fait appropriée pour moi, en l'occurrence. Moi, je suis arrivée avec un projet que je menais seule, sans partenaire, qui est toujours d'actualité, mais qui aujourd'hui, je le laisse vivre par lui-même. En fait, c'est pas quelque chose où je mets encore de l'énergie, et donc c'est la partie location du camper van. Aujourd'hui, c'est du bouche à oreille, les gens qui veulent le louer le prennent, un peu comme un Airbnb, quoi, si tu veux. Et puis il y a toujours la partie agence touristique. Sur le volet touristique, j'ai rencontré mon partenaire, parce qu'aujourd'hui je suis en train de travailler sur un projet de plateforme de marketplace dans le domaine du tourisme spécialisé sur l'Afrique, qui s'appelle Trip in Africa, avec mon partenaire que je salue, qui s'appelle Yacoub, et que j'ai rencontré à cette table. Voilà. Donc c'est Donald qui nous a introduits. Et alors on est au début de cette relation, mais aujourd'hui je dirais que ce qui a fait la différence, c'est un moment de qualité. On en revient sur ça, et je pense que Donald et moi on a un peu ce même langage là, et je dirais que Yacoub aussi. C'est la qualité de la rencontre. On s'est rencontrés, il a dit ah mais toi je te connais, tu bosses dans le domaine du tourisme, il faut qu'on discute ensemble. On allait boire un verre, on a fait tout sauf parler du projet. Et on a juste discuté de tout et de n'importe quoi. On a passé un très bon moment, et après on s'est dit bon, par contre il faut qu'on se voit pour bosser maintenant. Et donc c'est comme ça que l'histoire a commencé. J'ai un autre partenaire qui est donc Donald sur Aquabac. Donc c'est vrai, moi je suis multi-associée quoi. Ouais. Donc Donald sur Aquabac, que je rencontre par l'introduction du cousin de Donald, Tanguy, qui est le président de l'association Black Network, qui est un réseau d'excellence pour les personnes afro-descendantes, tout secteur, toute activité. Donc Donald, j'arrive à Abidjan, Tanguy me met en contact, on va boire un verre au Cajazoma, et là aussi match. Donc on s'entend bien, on rigole, tout simplement. Et à un moment donné, je lui fais la réflexion, je fais mais t'as quand même une sacrée voix, quoi. T'as quand même une voix qui dégage quelque chose. Tu veux pas faire un podcast? Il me dit ouais, pourquoi pas, sur quel sujet? Puis là, je sais pas, en 2-3 trucs, je me dis faisons un truc sur la repatriation, on a ça en commun tous les deux. Et donc voilà mon deuxième partenaire, et on a lancé cette discussion-là, c'était en novembre 22. Ah oui, ça fait un moment. Ouais, on a commencé en novembre 22. On a réfléchi au truc jusqu'en novembre 23 quand on s'est rencontrés la première fois. Oui, c'est vrai, voilà. Puis après, on a commencé à tourner, et puis voilà. Donc, Donald, je pense que c'est l'une des premières personnes que j'ai rencontrées en arrivant à Abidjan. Oh, génial. Voilà.
Et troisième associé. Oui, multi-entrepreneur. Ah ouais. Sur le volet immobilier dont je te parlais tout à l'heure, sur l'accompagnement en fait des personnes qui veulent investir dans la location meublée, soit pour se tester pour avoir des revenus complémentaires, soit pour construire une forme de patrimoine. J'accompagne aussi aujourd'hui des personnes qui veulent venir s'installer en Côte d'Ivoire, qui vont chercher un logement et de l'info, et puis aussi de l'investissement dans l'immobilier, dans le foncier. Et pour ce faire, en fait, c'est toujours des introductions. Hein. Excusez-moi, je me permets. J'ai rencontré quelqu'un à l'aéroport. Je revenais de France et le gars m'arrête et me dit mais je vous connais, je vous ai déjà vu. Je fais mais peut-être vous passez sur une chaîne YouTube. Il me fait ah oui mais c'est vous le campeur et tout. Non, très bien. Donc on discute quoi, tranquille et il veut venir s'installer. Donc je bascule en mode conseil, donc j'y mets quand même beaucoup d'énergie, je lui donne plein d'informations par rapport à son secteur et tout, puis il était tellement content qu'arrivé à Abidjan, il m'a dit allons boire un verre. Et il m'a proposé d'aller boire un verre avec un de ses amis, notamment quelqu'un qui le logeait dans un Airbnb, qui est devenu un pote. Et donc on s'est assis, on commence à discuter, moi je bosse chez Innov à ce moment-là, et je lui dis il y a peut-être quelque chose à faire. Et badaboum aussi, très bon contact. La difficulté avec ces trois profils, c'est qu'on rigole beaucoup. Et il faut qu'on arrive à se canaliser pour travailler, mais ouais, on passe vraiment de chouettes moments de qualité. Donc voilà, moi, ce que je dirais sur s'associer et entreprendre. Et de manière générale, je pense qu'il faut savoir apprécier les forces des gens, accepter ce qu'ils savent te donner, t'apporter, le voir en fait, et arriver à être complémentaire dans tout ça. Moi, c'est ce qui fait que ça fonctionne bien, je pense, aujourd'hui. Ceci était une grande déclaration d'amour. Merci, madame. Voilà, Leïla. Et bien, ça y est, cet épisode tire officiellement à sa fin. Merci encore pour ton temps, ton énergie, ton partage. Merci. C'était vraiment chouette. Ouais. C'était très sympa et j'espère que j'aurais pu répondre aux questions dans les détails et comme il fallait. Tout à fait. Et j'ai envie de te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire à nos auditeurs? Tu peux t'adresser à cette caméra-là. Alors, chers auditeurs, trop bien. Je pense que un podcast comme Aquabac, c'est vraiment c'est du pain béni pour ceux qui veulent juste écouter et savoir comment vivre, comment on vit ailleurs, comment on structure les interactions d'autres sociétés, d'autres cultures, dont vous êtes proche ou pas. Ça peut être simplement pour venir vous installer, simplement pour passer des vacances ou simplement pour avoir un petit peu d'immersion, parce que finalement c'est à ça que ça sert. Ça permet de voyager sans forcément le vouloir. Et du coup, je pense que ce que Donald et Isabelle font bien, c'est qu'ils vont réussir à trouver les bonnes personnes qui pourront vous donner des grilles de lecture et des portraits de la vie à Abidjan, la vie en Côte d'Ivoire, de façon vraiment très intéressante. Donc franchement, continuez à suivre, écouter, et puis je pense que c'est vraiment dans la continuité que vous allez aussi réussir à construire votre projet, savoir si vous voulez venir ou pas. Et moi, je peux que vous inciter à venir. Voilà. Ce sera le mot de la fin, je pense qu'il n'y a rien à dire de plus. On va la recruter. Ouais, exactement. On se revoit dans 2 semaines. Ciao. Merci.